Souvent, lorsque je récupère un mandat de vente, j'entends souvent le propriétaire me dire qu'il me confie un mandat de vente exclusif parce qu'il avait le sentiment que les agents immobiliers précédents n'avaient pas fait le nécessaire en ce qui concernait notamment le filtrage des visites et ils avaient littéralement l'impression d'avoir en visite ce que eux, propriétaires, qualifiaient comme étant des touristes. Alors souvent ce n'est pas le cas, mais c'est la perception qu'on peut en avoir en tant que propriétaire. Et je récupère pas mal de mandats de vente comme ça, de propriétaires déçus de la qualité des visites qui ont pu être effectuées par ailleurs. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur ce que doit filtrer un agent immobilier lorsqu'il veut faire son travail correctement. Si la question vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Philippe Avon, agent immobilier à la transaction depuis 2015 et directeur de l'agence immobilière Valeur Ajoutée, dont le siège est basé à Venelle comme toujours. Alors pour aller droit au but, il y a essentiellement trois choses qu'un agent immobilier, pour moi digne de ce nom, doit filtrer. En un, la première chose que l'agent immobilier doit filtrer, c'est ce qu'on appelle l'actualité du projet, c'est-à-dire de prendre connaissance auprès de l'acquéreur, c'est-à-dire lorsque le téléphone sonne et que l'agent immobilier décroche, prendre la première information, où en est-on en termes du projet d'achat. Est-ce que l'acquéreur qui souhaite visiter le bien et qui appelle pour le bien concerné, est-ce qu'il est capable de faire une offre aujourd'hui ou est-ce qu'il visite pour pouvoir éventuellement se donner une idée du marché et pour pouvoir faire une offre dans 6 mois? Ça, c'est vraiment la première question puisque moi personnellement, par exemple, je ne fais pas visiter si le projet n'est pas actuel, c'est-à-dire si les acquéreurs ne sont pas en mesure de faire une offre, si le bien correspond objectivement à tous les critères. Donc il faut à la fois demander si le projet est actuel, mais également pouvoir demander si des visites ont déjà été effectuées par ces personnes, puisque un agent immobilier préférera toujours des personnes qui ont précédemment visité d'autres biens parce qu'ils se sont fait une idée plus précise de la valeur de marché des biens qu'ils convoitent. Alors, le fait de ne pas avoir visité de biens avant n'est pas un critère éliminatoire, loin de là. Ça donne une idée à l'agent immobilier de la façon dont il va devoir argumenter aussi pour valoriser le bien. Donc, première chose, valider l'actualité du projet. Deuxième chose que doit vérifier un agent immobilier, c'est de s'assurer de la compatibilité entre d'une part le projet de recherche, les critères objectifs de recherche, avec le bien convoité, c'est-à-dire le bien pour lequel les acquéreurs appellent l'agent immobilier. Et là, il faut à la fois vérifier que le bien convoité colle à la situation par exemple familiale, c'est-à-dire en termes de nombre de chambres, en termes d'espace souhaité par les personnes qui souhaitent acheter. Également, il faut penser à contrôler les centres d'intérêt également des personnes qui souhaitent visiter avec les caractéristiques du bien. Par exemple, pour quelqu'un qui souhaiterait, par exemple, on sait acheter à Venelle mais qui travaille à Aix-en-Provence et qui le matin doit se rendre en voiture sur Aix-en-Provence, cette personne parfois peut ne pas être au courant qu'il existe pas mal de bouchons dans le sens Venelle-Aix-en-Provence entre 8h et 9h du matin. Donc il faut savoir que même si sur le plan théorique, on atteint Aix-en-Provence en à peu près 5-7 minutes chrono en voiture en dehors des heures de pointe, il faut savoir que le matin, on va plutôt mettre 25 minutes pour atteindre son lieu de travail si celui-ci par exemple se trouve dans le centre d'Aix. Donc il faut bien poser des questions sur les centres d'intérêt, là où sont par exemple scolarisés les enfants également, pour pouvoir conseiller au mieux l'acquéreur et ne pas perdre de temps potentiellement en visite inutile ou alors justement augmenter le niveau d'engouement et d'attractivité pour le bien concerné aux yeux des acquéreurs. En 3, la dernière chose qu'il faut contrôler, c'est évidemment le financement. Alors, un agent immobilier, il faut savoir un truc, c'est qu'on n'a pas le droit de demander des feuilles de salaire. Mais en revanche, c'est vrai qu'on a le droit de poser des questions et même on a le devoir de poser certaines questions. Alors normalement, on a même en effet le devoir de demander une pièce d'identité lors de la visite. C'est une obligation légale. Mais en termes de financement, souvent ce qu'on va demander, c'est tout d'abord quel est votre budget. Ensuite,
Quel est éventuellement le montant d'apport et le montant de crédit qui va être sollicité? Évidemment, si la personne indique qu'elle souhaite payer comptant, il s'agit d'un plus pour la vente. A contrario, si la personne souhaite financer le bien via un apport d'une part et un crédit immobilier pour compléter d'autre part, là, il faut rentrer un petit peu plus dans les détails de la situation personnelle des personnes, notamment en termes de situation professionnelle, mais également potentiellement de revenus ou en tout cas en posant des questions à ces personnes. Par exemple, on peut différencier un dossier fragile d'un dossier solide. Pour les jeunes primo-accédants, souvent ceux qui sont entrepreneurs, la banque leur demande 3 bilans à leur actif pour pouvoir valider une opération d'emprunt. Et il arrive que ces 3 bilans, lorsque l'acquéreur est un auto-entrepreneur par exemple, eh bien, il n'en dispose pas. Par conséquent, on sait que ça va être un dossier qui est a priori un petit peu plus fragile que par exemple quelqu'un qui est fonctionnaire. Et c'est la raison pour laquelle lorsque nous avons posé des questions, il faut ensuite, la question qu'il faut poser vraiment pour savoir si le budget a été maîtrisé, c'est de savoir si ces personnes ont déjà fait une étude financière auprès de leur conseiller financier ou auprès d'un courtier. Pour moi, lorsqu'on a fait une étude auprès d'un courtier, c'est particulièrement intéressant puisque l'avantage en tout cas du courtier théoriquement, c'est que celui-ci peut scanner entre guillemets instantanément plusieurs banques pour savoir à quel taux il va être possible d'emprunter et souvent il a une connaissance des restrictions qui sont demandées par chaque banque et du niveau d'exigence auquel il faut se conformer pour pouvoir contracter un crédit dans tel ou tel établissement. C'est la raison pour laquelle une étude de financement est tout à fait recommandée pour un acquéreur avant de visiter parce que c'est un peu comme quand on va faire du shopping puisque c'est une image que j'utilise relativement souvent. Vous connaissez votre budget chaque fois que vous allez faire du shopping. Mais pourquoi en irait-il différemment lorsque vous allez faire un achat de plusieurs centaines de milliers d'euros qui représente une valeur patrimoniale bien supérieure à celle à laquelle vous pouvez prétendre lorsque vous faites du shopping. Voilà, vous connaissez à présent les 3 critères sur lesquels un agent immobilier doit sélectionner ses acquéreurs pour faire une visite sérieuse et pour ne pas que le propriétaire ait l'impression que l'on ait affaire à ce que lui appellerait des touristes. Mais moi, j'appelle ça plutôt des personnes qui ont besoin de plus de maturité, en tout cas dans leur sélection de biens ou dans l'évolution de leur projet immobilier. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide Vendre en 30 jours sur le Pays d'Aix, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également retrouver ce guide en allant sur notre page Facebook et en cliquant sur le bouton « En savoir plus » qui se trouve sous la photo de couverture. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et bonne vente.